C'est un phénomène intéressant, celui du repentir en quelque sorte, du compositeur qui note quelque chose, qui le ressent d'une certaine façon au moment de la composition et qui s'aperçoit, dès qu'il est en présence des interprètes, que finalement ça ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé. Alors pour nous, c'est assez difficile de reconstituer vraiment la genèse dans la mesure où Ravel n'a pas au départ donné d'indication de mesure. Et en fait, c'est vraiment une question de vitesse, de tempo à laquelle nous sommes confrontés, puisque c'est un tempo très rapide que dans l'addition finale sera noté mesure égale 84. Or, cette tempo, en fait, ne sera, pour ainsi dire, jamais suivi par les interprètes, puisque c'est vraiment beaucoup trop rapide. Alors la question qui se pose, c'est qu'à la fin, effectivement, on est donc dans ce 5-8 très rapide, auquel Ravel superpose un 2-4, donc il y a déjà une ambiguïté métrique entre tadi tadada tadi tadada tam pam 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 pam. Et pour finir, il avait effectivement au départ, comme vous voyez sur le manuscrit, noté à cette succession d'accords conclusifs à 2-4, et il s'est de toute évidence rendu compte que c'était trop rapide parce qu'à l'intérieur de ce 2-4, il n'avait pas précisé d'équivalence et il avait surtout noté les noirs, ce que nous connaissons dans la version finale comme étant 3 noirs à 3-4, c'était des noirs en triolet. Donc si on part d'un tempo à la mesure très rapide, tadi tadada, le triolet devient extrêmement rapide, le triolet de noir dans le 2-4. Si on suit en plus l'équivalence de Ravel lui-même, c'est-à-dire qu'on passe de l'équivalence noir égale noir, ça devient un tempo encore plus rapide. J'ai été amusé à calculer, bien que ce soit un peu fictif, mais si le tempo de la mesure est 84, le tempo donc de la noire devient 210, donc ça, ce sera le tempo, un tempo raisonnable pour la version finale. Mais si on fait l'équivalence à la mesure, on arrive à un noir en triolet égal 252, et si on fait même l'équivalence à la noire, on arrive à un tempo encore plus rapide. Donc, en définitive, je pense que Ravel a senti qu'il n'était pas la peine de proposer une fin aussi précipitée. Il a d'ailleurs supprimé le trémolo pour opter plutôt pour des triolets à 3-4, donc ta-da-da-da-da-da, ce qui est déjà très rapide dans ce tempo-là. Et donc, ça paraît assez logique qu'il ait cherché à modifier quelque chose qu'il avait peut-être entendu comme une sorte de précipitation finale, mais qui dans cette notation-là, visiblement, était trop rapide pour les instrumentistes. Il est possible, on ne peut pas le savoir en fait, que Ravel ait intérieurement soit resté dans un tempo plutôt de mesure égale mesure, ce qui est déjà très rapide. Donc il y a un doute qui subsiste, effectivement, et de toute évidence, la version finale reste très satisfaisante, à condition toutefois de ne pas l'alourdir et de rester quand même dans cet élan dont on est instruit par la version d'origine. C'est-à-dire que cette fin notée telle que Ravel l'avait fait indiquerait presque une sensation d'accélérando et surtout pas, en tout cas, de retenue, mais vraiment un élan extrêmement vigoureux. Le rapport au tempo est extrêmement difficile pour un compositeur parce qu'on est dans un autre temps en fait au moment d'écrire de la musique. Donc je conçois tout à fait que Ravel, d'abord au départ il ne marquait pas d'indication de tempo, donc ça veut dire qu'il sentait un tempo intérieur, mais il ne pouvait pas contrôler que c'était vraiment le même à un moment donné et à un autre après. Il n'a pas fait cette démarche qui nécessitait un moment de recul et qu'il a peut-être fait, on n'en est pas sûr, pour l'édition définitive. Mais il est clair que quand on étudie même il y a beaucoup de compositeurs qui ont voulu indiquer des tempi précisément, que ce soit Beethoven, Schumann et tant d'autres, et très souvent il y a des erreurs parce que ça ne correspond pas entre le moment où ça a été composé et le tempo réel, celui qui se confirme dès qu'on est en face des interprètes. Là, ça change complètement. C'est la confrontation aux répétitions avec le quatuor qui a fait prendre conscience à Ravel qu'il savait ce qu'il voulait, mais que ce n'était pas noté conformément à ce qu'il voulait en fait. Il l'avait pensé dans un autre tempo que celui qui était noté sur son manuscrit. Il y a un passage tout à fait remarquable à la fin du troisième mouvement. Donc avant de conclure en sol bémol majeur, donc Ravel nous fait entendre donc un accord qui va avoir une fonction de dominante, sur lequel en fait il fait tenir un La bécard qui sera donc l'appoggiature de la sixte. Et après, dans la version, disons, d'origine, il aborde l'accord de tonique avec cette couleur-là, donc
deux cartes superposées, mais donc, qui s'analysent comme un accord de sixte ajouté, de quinte avec sixte ajouté, avec la neuvième appoggiature. Voilà, des sonorités qu'on reconnaît déjà comme éminemment ravéliennes. Mais, alors évidemment, c'est difficile de traduire exactement ce qu'on entend au quatuor, mais ce qui est clair, c'est que Ravel a senti que cette... Alors plus exactement... En fait, ça paraît très beau comme ça, donc il n'y a pas de problème sur la manière dont Ravel l'a entendu. Ce qu'il a cherché à modifier, ça va être ce phénomène-là. En fait, il va résoudre ce La bécard donc sur la sixte ajoutée de l'accord de dominante et il va préparer pour l'adoucir. En fait, c'est un phénomène il cherche à créer quelque chose de plus fondu, de plus lié, qui est très beau au départ, mais qui effectivement a plus de charme si on prend le temps, en effet. Au lieu de... Voilà, tout simplement. Dans la manière dont j'essaie de le transcrire, donc vous avez remarqué que ça c'est plutôt des pises de violoncelle. Là donc ça va être violon 1 et violon 2 qui seront en trémolo et je joue après coup de manière un peu artificielle le La de l'alto. Effectivement, au moment où on résout le La sur le Si bémol, puis il descend toujours à l'alto sur le La, le violon 2 doit effectivement attraper cette note-là à l'unisson pour faire le tuilage. Donc Ravel n'a pas simplifié en effet le rôle des instrumentistes pour créer ces sortes de fondus entre les deux. En réalité, dans ce passage-là, il a quand même beaucoup introduit des notes qui étaient syncopées. Donc le fait, dans la version finale, le La, Si, La est syncopé, comme le sera dans la mesure d'après, toujours à l'alto, le La. Donc il y a une certaine continuité dans ce flux, un peu de flou justement, des valeurs syncopées dans les parties mélodiques. Est-ce que c'est aussi un facteur? C'est difficile de déterminer, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment Ravel est passé d'une version à l'autre. Ça peut paraître extrêmement pointu et subtil, mais c'est comme chez Ravel, tout est subtil, finalement. Ça ne fait que participer à notre plaisir. Je pense sincèrement que c'est plutôt une étourderie de la part de Ravel dans son manuscrit, parce que toute la qualité justement de son thème est qu'il est lui-même construit sur des carrures dites irrégulières, puisqu'il est basé sur 2 plus 2, plus 3 plus 3 plus 2. Donc pam 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 pam, ça fait donc 2 plus 2. Après, il passe sur des carrures de 3, pam 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 pam. Ensuite, pam 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 pam, et enfin les deux mesures avec le tri. Donc il a un équilibre de 12, mais qui est obtenu par un savant mélange de carrures de 2 et de carrures de 3, comme d'ailleurs le pratiquait aussi Fauré dans certains de ses scherzi. Donc il y a peut-être là aussi une influence du maître en quelque sorte, mais je ne peux pas me résoudre à l'idée que Ravel ait pu casser cette belle ordonnance 2-2, 3-3, 2, puisqu'elle en elle-même c'est presque un objet d'art, c'est tellement rare et remarquable que je crois qu'il faut opter effectivement pour cette étourderie, parce qu'en réalité, pour Ravel, il s'agissait simplement de rajouter une mesure identique, puisqu'il est basé sur la répétition de pam 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 pam. Et il a oublié la deuxième unité, peut-être dans sa hâte, je ne sais pas, en fait c'est difficile de décider. Voilà, donc en tout cas, optons plutôt pour un oubli, et visiblement il l'a corrigé très rapidement, peut-être dès la première répétition. Donc on n'a pas disons, de remords à avoir. Je pense que s'il avait voulu introduire un déséquilibre, il l'aurait fait plutôt, je dirais, comme aurait fait plutôt Mozart par exemple, c'est-à-dire un déséquilibre par rapport à un équilibre antérieur, mais plutôt dans une phase de développement ou de quelque chose qui serait
Là, on est plutôt dans la réexposition du thème, donc pourquoi le modifier à ce moment-là, sachant qu'il ne le fait pas quand il revient une dernière fois. Donc voilà. On constate que Ravel, de manière générale, aime bien combiner les modes de jeu différents et presque de manière systématique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de passages où il n'y ait pas d'un côté des trémolos, de l'autre côté des pises, un bariolage, des tenues, toutes sortes de choses extrêmement réjouissantes et subtiles qui montrent déjà, qui révèlent tout son art de l'instrumentation. Alors dans ce passage, en fait, qui est une culmination triple forté, une nuance suffisamment rare chez Ravel pour la souligner, et il a donc conçu au départ plutôt un effet de bariolage au violon 2, donc sur 4 cordes, et un effet de double note beaucoup plus massif au violoncelle. Et je pense qu'il s'est rendu compte que les deux, ça ne collait pas ensemble, parce que le bariolage, du coup, est plus fin de sonorité, puisque l'archet va traverser les 4 cordes, donc je ne peux pas vous le mimer mieux que ça. En revanche, au violoncelle, on a quelque chose du style... Et donc, c'était plus logique qu'en définitive, ils choisissent au violon 2 également quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire quelque chose qui va former un corps à deux, comme si violon 2 et violoncelle formaient une sorte avaient une force commune, au lieu que le violoncelle fasse quelque chose de son côté et que le violon 2, en quelque sorte, enjolive la texture. Donc Ravel a quand même ici opté pour plus d'efficacité en termes d'écriture instrumentale, au détriment de son goût pour le raffinement des textures. Alors, sans entrer dans le détail de l'analyse harmonique, on constate qu'il y a dans ce passage donc, la succession de deux harmonies de neuvième. Donc il va commencer sur cet accord-là, et ensuite il enchaîne sur l'harmonie de neuvième altérée. Mais dans la première version, alors ça, il faut dire déjà, alors, je ne vais pas vous le reconstituer parce que ça va rendre très mal au piano, c'est vraiment des textures qu'on peut véritablement rapprocher de Debussy. N'oublions pas que Pélas et Mélisande venaient d'être créés et que Ravel avait vraiment ces harmonies dans l'oreille. Alors, il a beau les interpréter à sa façon, c'est quand même assez typique de Debussy, cette façon de déployer un orchestre de neuvième avec des figures... Simplement, quand il arrive sur cet accord-là, dans la version de départ, il faisait... Alors c'est curieux, ça crée une rupture en fait. Vous voyez, si je prends la figure de départ... Alors que si on retient maintenant, si j'essaie de vous jouer plutôt la version définitive... Et là, il va rester. Donc c'est beaucoup plus fluide en fait, et surtout ça crée pas la rupture qu'il y avait entre les deux accords. Dans la version de départ, je rejoue, c'était plutôt... Alors que dans la deuxième version... Voilà, je prends le temps de m'arrêter, mais surtout ça passe beaucoup plus vite. Et ma conclusion serait que bien évidemment, l'harmonie ne change pas, mais la clarté de la figure est bien meilleure dans la deuxième version, puisqu'il y a véritablement une note commune entre, donc ça passe d'un instrument à l'autre sur le deuxième accord, alors que dans la première version, Ravel je ne sais pas pour quelle raison, il a modifié. Il a préféré avoir tout de suite cet accord-là et non pas comme dans la version définitive. Je pense qu'à l'écoute, il y a quelque chose d'un petit peu gênant puisqu'au lieu d'avoir... on va entendre. Donc c'est quand même vraiment différent, même si l'harmonie elle-même, c'est toujours... elle ne change pas en tant que... elle reste la même, le dessin mélodique est un petit peu moins fluide, on dira, un petit peu moins fluide dans la version d'origine.
et sans que la première ait de vrais défauts. En fait, ça reste tout à fait, surtout dans le mouvement, on le remarque à peine. Mais c'est Ravel, voilà, il a eu effectivement, bon, Ravel n'a pas eu tant de repentir que ça, mais celui-là est intéressant, effectivement. Ben, la question de l'archet, c'est toujours le choix du quatuor de faire mi, do, ré, ou de faire mi, do, ré. En fait, Ravel n'est pas explicite sur ce point-là. Alors, il y a effectivement, vous avez raison, il y a deux choses. D'abord, il y a une étourderie de Ravel, puisque son temps ne marche pas. Au départ, dans sa notation de départ, il y a donc triple croche, croche, triple croche, croche pointée, double croche. Donc, ça ne fait visiblement pas une noire, donc il lui manque quelque chose. Donc il y a donc deux modifications. D'une part, il va modifier la deuxième valeur, qui était donc une double croche pointée. Il va donc supprimer le point et ajouter un huitième de soupir. Et ensuite, il met une véritable croche et non pas une double croche comme il l'avait fait par étourderie. En dessous, c'est assez simple puisqu'on a juste croche avec un point et une croche liée. Pam, pam. Et donc, il est clair qu'il fallait que les musiciens puissent respirer et faire le même archet pour que ça fonctionne bien. Et donc, Ravel a senti qu'il devait modifier. Il faut dire qu'il y a une chose qui est très troublante pour un instrumentiste, c'est une valeur pointée avec un point. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur pointée, elle allonge de la moitié de la valeur, et le point, il enlève la moitié de la globalité. Donc c'est une espèce de calcul un peu abstrait. Il est clair que la notation finale est beaucoup plus claire, puisqu'on a juste en fait une double croche avec un point, suivi d'un huitième de soupir. Et donc la notation, je pense que Ravel savait exactement ce qu'il voulait, mais qu'il l'a noté de manière un peu imprécise et incorrecte en quelque sorte, tout en réalisant assez vite son étourderie et son manque de précision. Là, on se heurte un petit peu à la question des traditions et du goût en fait qui a évolué au fil du temps. En fait, on a plein d'éléments sur l'interprétation des œuvres du passé qui nous manquent, puisque ça correspondait à des façons de faire qui étaient implicites et que le compositeur effectivement n'avait pas ni à se soucier ni même à noter sur sa partition. En particulier, le fait de faire un démanché qui soit audible. Pour beaucoup d'instrumentistes, et même encore aujourd'hui, même si les goûts ont beaucoup évolué, ça paraît être un signe d'expressivité de pouvoir marquer par un léger glissé que l'intervalle est plus expressif. Effectivement, quand on écoute le Quatuor Capet, qui était quand même pour l'époque vraiment le sommet, un des summums de la recherche en matière de jeu instrumental, Lucien Capet étant lui-même un très grand pédagogue, eh bien, on sait bien que rien n'était laissé au hasard, et pourtant, effectivement, il y a cette sorte d'appropriation de la partition à travers le goût des instrumentistes à cordes, qui consistait effectivement à porter les notes les unes vers les autres, ce qui donne évidemment un sentiment pour nous de glissade, en fait quelque chose qui n'est pas pur comme on l'aime à l'entendre aujourd'hui. Peut-être que dans 50 ans ou dans 100 ans, si le Quatuor de Ravel est toujours admiré comme il est aujourd'hui, eh bien, les instrumentistes seraient étonnés de la manière dont il était joué en 2021. Ils trouveront peut-être que c'est soit que c'est pas de bon goût, soit que c'est trop raide, soit que c'est trop rapide, ou je ne sais. Donc en fait, comment savoir? En fait, ça fait partie des impondérables et des éléments que le compositeur ne peut absolument pas ni prévoir, ni modifier finalement, sinon en se projetant dans une époque qui ne serait pas la sienne. Je suppose que Ravel n'était pas gêné, autrement il l'aurait dit, mais comment savoir, on n'en est pas certain. On est frappé en écoutant ce quatuor à quel point Ravel connaissait bien l'écriture pour les cordes, à tel point qu'il utilise des doigtés quand même assez, disons, aventureux. En tout cas, apparemment, les doubles et triples cordes ne lui font pas, voilà, n'ont pas de secret pour lui. Mais ceci dit, c'est intéressant de constater qu'il a quand même modifié un certain nombre de positions d'accords suivant les deux versions. Donc par exemple, un accord qui dans le premier mouvement à l'alto était disposé comme ça, donc une
quadruple corde avec un doigté tout de même relativement difficile, mais qui fonctionne bien grâce à la corde à vide. Et bien dans la version finale, il va plutôt faire cet accord-là. Donc il fait un doigté légèrement plus confortable et surtout, avec, comme vous l'entendez, avec une harmonie nettement plus pleine puisqu'il rajoute le Do bécard. Donc il fait partie de l'accord qu'on entend également dans la batterie des violons 2. Donc on arrive ici, voilà, donc là je suis quelques mesures après G dans le premier mouvement. Autre exemple de ces modifications, par exemple dans le deuxième mouvement, à la mesure 12, eh bien dans la version d'origine, Ravel au violon 2 écrit et dans la version finale, pendant qu'à l'alto il écrivait ça et il va écrire finalement. Donc ça ne fait pas d'énormes différences, ça fait des différences de commodité de jeu, donc ce qui n'est pas négligeable, puisqu'il a peut-être senti que les musiciens à certains moments avaient plus de mal à jouer facilement l'accord qu'il avait prévu, mais surtout il le pense toujours harmoniquement comme quelque chose de plus satisfaisant, soit en rajoutant une note qui n'existait pas, soit en disposant les notes de manière plus équilibrée. Là encore, on retrouve à l'échelle de ce quatuor toutes les qualités qui feront la beauté de l'orchestre ravelien. Bien sûr, c'est une hypothèse extrêmement probable. On ne peut pas exclure le fait que Ravel de lui-même ait senti que ça pourrait sonner mieux et donc chercher d'autres doigtés. Il a pu aussi en parler avec les interprètes. Ça a pu lui être suggéré par les interprètes. On est là dans un domaine effectivement difficile à apprécier, mais on sait en tout cas que Ravel était très à l'écoute des instrumentistes qui leur demandaient volontiers conseil. On sait notamment que pour certaines partitions comme Tzigane, il a été quêté en quelque sorte l'approbation pour des effets vraiment particulièrement audacieux, comme tous ces pistes de main gauche, etc., etc. Enfin, toutes choses que vous connaissez. À l'époque du quatuor, il ne va pas aussi loin dans la technique instrumentale, mais tout de même suffisamment pour parvenir à créer cette extraordinaire richesse de texture par une écriture qui est bien plus que 4 voix, qui va justement introduire tous ces accords, ces bariolages, ces triples, quadruples cordes qui contribuent à créer cette texture extraordinaire. Alors en fait, c'est un domaine absolument, c'est un vrai c'est le cauchemar des compositeurs, parce qu'il y a finalement deux options. Soit déjà on décide de ne pas mettre de mouvement métronomique, mais si on met modéré ou si on met allegro moderato, en fait on n'a aucune certitude de la manière dont les interprètes vont véritablement le comprendre. S'il a finalement opté pour allegro moderato plutôt que modéré, c'est qu'il a senti que quand il mettait modéré, les musiciens avaient tendance à jouer trop lent. L'autre option, c'était de mettre un mouvement métronomique. Donc beaucoup de compositeurs l'ont fait et continuent à le faire. Là, le danger, c'est qu'effectivement, c'est de prendre à la lettre ce qu'a marqué le compositeur, sauf que le compositeur, comme on l'a vu tout à l'heure à propos du final, peut très bien faire une erreur, tout simplement, en moment de noter son indication. Donc si les interprètes suivent à la lettre exactement ce qui est marqué, ça peut aussi donner un mauvais résultat. Donc c'est vraiment compliqué, parce que je dirais même que la notation du tempo, elle peut évoluer. Un compositeur peut très bien, au moment de l'écrire, se dire « Tiens, ça je le sens vraiment. » Et puis finalement, il va se rendre compte qu'un poil en dessous, ça lui convient mieux, on entend mieux le contrepoint, la richesse des parties secondaires, en fait, tout ce qui fait la beauté de l'harmonie ravelienne. Donc, voilà, on est toujours dans une zone où il faut faire confiance aux interprètes en espérant qu'ils vont trouver le juste tempo, mais pas forcément prendre les choses trop à la lettre, parce que c'est un domaine qui est, encore une fois, il n'y a pas d'exemple, enfin, sauf sur des musiques. On a l'exemple de Stravinsky qui était extrêmement méticuleux, mais ce n'est pas la même musique. La musique de Stravinsky peut beaucoup plus facilement rentrer dans des exigences métronomiques extrêmement strictes, peut-être dans certaines œuvres de Ravel aussi. Mais ce quatuor, il a quelque chose d'entre-deux en quelque sorte. Il n'est ni rapide ni lent, donc comment trouver le juste tempo? Je parle du premier mouvement. Et le final, il a voulu quelque chose de très emporté, mais est-ce qu'il fallait pour autant mettre un tempo aussi rapide? Voilà. Alors il ne l'a pas fait au début, il l'a fait après. Quelle est la bonne option? Je n'ai pas la réponse.
Il faut dire que ça serait quand même dans une tradition, c'est-à-dire que au XIXe siècle, la plupart des quatuors avaient une tonalité affectée à leur numéro de quatuor. Les compositeurs écrivaient comme Mozart ou comme Schubert ou comme Brahms écrivaient beaucoup de quatuors et chacun était généralement désigné par leur tonalité. Donc c'était un peu la manie aussi de l'édition musicale de cette époque, pour être sûr qu'on ne se trompe pas de quatuor, d'ajouter une tonalité. Debussy avait subi un petit peu le même sort, puisque son quatuor avait été affublé de sa tonalité de sol mineur, ce qui est encore un peu plus gênant, je dirais, pour Debussy, puisque ce n'est pas vraiment sol mineur. Et en plus, même Debussy avait hérité d'un numéro d'opus, opus 10. Alors je ne sais pas si c'était une facétie de Debussy ou si ça a été un ajout intempestif de l'éditeur ou un mélange des deux. En tout cas, effectivement, il y avait tout de même une tradition. Je ne pense pas qu'elle s'applique spécialement à Ravel parce que c'est peut-être plutôt une survivance en fait qu'on va retrouver jusque dans ces concertos, qui est une manière de dire si le concerto pour la main gauche n'avait pas été pour la main gauche, il aurait fallu dire concerto numéro 1, concerto numéro 2, encore que comme ils étaient écrits en même temps, c'était ambigu. Mais en tout cas, concerto en sol, concerto en ré, c'est resté comme une façon de les différencier. Si Ravel avait écrit plusieurs quatuors, peut-être qu'on aurait dit quatuor en fa, quatuor en, je ne sais pas, en do majeur ou en la mineur. Est-ce que peut-être ça ne va pas forcément modifier la perception qu'on en a? Ravel a-t-il protesté contre cette appellation de son vivant? Je ne sais pas. La numérotation des quatuors par le passé était toujours très floue, puisque souvent les compositeurs ne mettaient juste qu'un numéro. Parfois, il y a eu quand il y avait des numéros d'opus, déjà c'était plus clair. Après, pour des compositeurs comme Mozart, il y avait le Köchel qui est venu un petit peu préciser pour qu'on ne fasse pas d'erreur entre plusieurs quatuors de même tonalité. Mais c'est vrai que même dans l'usage, il arrive souvent qu'on désigne, par exemple, le quatuor en ré mineur de Schubert. Voilà, tout le monde sait, il a un surnom en plus, la jeune fille à mort, mais tout le monde sait lequel c'est. Ou le quatuor en sol, on sait que c'est le dernier quatuor de Schubert. Donc il y a une façon en fait de visualiser un petit peu le quatuor. Si on dit le 14e quatuor, on sait moins lequel c'est. Enfin, c'est une façon de lui donner une identité. Alors pour Ravel, évidemment, ça ne justifie pas, puisqu'il n'y en a qu'un. En même temps, son quatuor est bien en fa majeur, c'est-à-dire qu'il y a une unité tonale, le premier mouvement est en fa majeur, le dernier se termine bien en fa majeur. Il n'échappe pas en fait à une certaine tradition d'un quatuor organisé autour d'une tonalité principale. Et Debussy non plus, finalement, ça reste un quatuor en sol, même si la modalité est encore peut-être plus marquée chez Debussy qu'elle ne l'est chez Ravel. Donc je ne suis pas, disons, choqué par ça. Effectivement, je trouve que c'est un abus vis-à-vis de la manière dont le compositeur a désigné lui-même sa partition. Mais beaucoup d'œuvres de Ravel, quand même, obéissent à une certaine unité tonale. Le trio, ce ne serait pas choquant de dire le trio en la mineur de Ravel, malgré toute la richesse de son langage. Ça a l'air effectivement d'une manière de réduire l'extraordinaire richesse qu'il apporte à la tonalité, mais on pourrait dire aussi que Ravel part de la tonalité pour justement lui apporter un élan nouveau et une richesse de syntaxe absolument inouïe, sans pourtant renier véritablement les fondements de la tonalité.